Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Ça ne vous aura pas échappé, les bars et restaurants d'Aix-Marseille sont fermés pour 15 jours au moins. La région PACA, le département des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille-Provence, la ville d'Aix-en-Provence, une vingtaine de restaurateurs et patrons de bars et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie ont engagé un recours collectif devant le tribunal administratif, mais ce recours a été rejeté. Évidemment, les brasseurs sont impactés par cette décision. Évidemment, il faut les soutenir en privilégiant les bières artisanales. Aujourd'hui, direction Marseille. Saison 3, épisode 8, la brasserie de la Plaine à Marseille. Elle se revendique première brasserie artisanale marseillaise, une brasserie urbaine implantée dans le quartier de la Plaine en 2013. Ses fondateurs, Sylvain Perrault et Salem Hadji, brassent en bio et ont développé l'AOQ, l'appellation d'origine de quartier. Le jour de ma visite, j'étais accompagné de Greg du blog The Beer Lantern. C'est Salem Hadji qui nous recevait. Alors moi je pense que c'est la première brasserie des Bouches-du-Rhône et Sulos dit que c'est eux la première brasserie des Bouches-du-Rhône. On a ouvert, quelques semaines d'intervalle. Qu'est-ce qu'on buvait avant ici ? De la merde. Elle vient d'où cette brasserie ? C'est quoi l'histoire ? Deux copains ? Ouais, on se connaissait du quartier, mais on avait des amis proches qui étaient copains, mais nous on se connaissait comme ça de vue. Moi j'étais marin 10-12 ans. J'avais envie de revenir à terre, et puis de la marine à la bière, il y a vraiment pas grand-chose. Et Sylvain était pharmacien, et il en avait ras le cul aussi. Et il travaille toujours à nous faire rembourser par la sécurité sociale. C'est du boulot. Première brasserie marseillaise, vous avez commencé par quoi ? Comment On a commencé, on savait pas trop comment brasser, on était un peu brasseur amateur. On a fini par trouver, quand on se dit qu'on allait monter une brasserie, la cave d'un resto à Belzins, pas très loin d'ici, où on a brassé des volumes, etc. On venait faire goûter nos bières sur la place, là, gratuitement, au quartier, pour dire bon alors, qu'est-ce que t'en penses ? Et de fil en aiguille, on a monté nos recettes comme ça et on a ouvert quelques mois plus tard. Et c'est vraiment fatigué de la mer que vous vous êtes lancé dans la brasserie ? Ouais, moi j'ai envie de poser sac à terre. Ouais. Et surtout chercher un métier, pas un job, tu as un métier, parce que quand tu es dans la mer, t'apprends des anciens, t'apprends aux jeunes. Enfin, il y a un truc, ça sonnait un peu réac, mais moi qui me plaisait bien. Et que je retrouvais dans l'artisanat. Et l'artisanat de la bière, en plus, c'était rigolo. Ouais. Et il y avait ce côté, les recettes, la création, et tu t'inscris dans une histoire, enfin tu sais que tu vas apprendre tous les jours, quoi. Et nous on a dû pas mal apprendre parce qu'on n'y connaissait rien. Donc il n'y avait rien, la place était nette, et puis vous avez commencé comme ça petit à petit, du brassage amateur à brasser sur des plus gros volumes, jusqu'à devenir pro ? On a bricolé nos outils, puis même nos outils de brasseurs amateurs, et puis ensuite on a ouvert sur une installation qu'on avait fabriquée nous aussi, fait fabriquer pour une partie, pour brasser en 1000 litres. Quoi. Ça veut dire quoi ? On a bricolé nos outils, ça ressemble à quoi ? Une brasserie homemade ? Ça ressemble pas à grand chose, mais voilà, c'est à base de cuves. Au début on chauffait au gaz, nous on voulait un système avec un panier, comme font les Américains beaucoup là, en brassage amateur, mais qu'on ne trouvait pas trop à l'époque, surtout en gros volume. Voilà, on a mis des cuves, on a fait des trous, ça ressemble pas à grand chose. Ça c'était en 2013 ? C'était en 2013, ouais. Et on a brassé avec ça pendant un petit moment. En fait, c'est que quand on a changé de local de brassage qu'on a changé l'installation de brassage. On a déménagé début 2018. Donc ça fait 2 ans, la machine a grossi, la boîte a grossi, la brasserie a grossi ? Oui, les volumes ont augmenté, le nombre de personnes aussi. Parce qu'au tout début, comme beaucoup de brasseurs de notre époque, on n'a pas eu vraiment des gros prêts, on n'a pas eu vraiment d'argent, donc on n'a pas eu de machine. Donc on embauchait des copains à la place des machines, quoi. Donc on a été très vite assez nombreux par rapport au volume qu'on fabriquait, quoi. Et donc on a eu notre embouteilleuse assez tard, il y a 2 ans, alors qu'on faisait déjà 800 hectos, quoi. On a fait 800 hectos à la main à chaque fois. Aujourd'hui, c'est combien de personnes la brasserie de la Plaine ? 850 000, la population de Marseille, à peu près. Non, on est 5 à plein temps et 2 apprentis qui sont là la moitié de la semaine, donc 7. Alors Greg, tu avais une question. Alors Salem, sur toutes les bouteilles en fait, de la Plaine, la plupart du temps, on voit marqué AOQ. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors AOQ. Oui, c'est l'AOQ, donc c'est écrit même d'ailleurs
AOQ et pas ailleurs. Quand on discutait avec les copains vignerons, ils nous faisaient chier à chaque fois sur c'est quoi le terroir d'un brasseur. C'est vrai que c'est compliqué, nos matières premières, elles viennent pas forcément de juste à côté et tout ça. Et ils nous disaient oui, nous, voilà, c'est un produit noble, et puis on a l'AOC, etc. Nous, on était une bière de quartier, une bière de copains, donc en tant que bière de quartier, on a mis en place l'appellation d'origine de quartier, quoi, l'AOQ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bières de la brasserie de la Plaine, elles sont distribuées à Marseille et pas ailleurs? Oh, on va jusqu'à Aix quand même. Hein. Mais grosso modo, on vend 90% de ce qu'on fabrique à moins de 10 km de la brasserie, quoi, quasiment tout à Marseille. Et c'était surtout aussi, nous on est des ploucs, quoi. Vraiment on est une bière de quartier, on a brassé pour les copains du quartier, pour nous. Et on le revendique quand on va pas à New York, quoi. Nous on est à Quartier de la Plaine. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité ou parce que vous n'avez pas envie de vous étendre? Alors il y a 3 raisons. La vraie raison, c'est qu'on a la flemme. Mais on enrobe ça d'un point de vue éthique, qui n'est pas tout à fait faux. Moi, je trouve que la bière artisanale, elle n'a pas vocation à voyager à 1000 km. L'intérêt, justement, c'est d'avoir plein de petits sites de production. Et en plus, ça garde un petit peu la nouveauté. Moi, à chaque fois que je vais quelque part, je demande la bière du coin. Et il y a des bières du coin qui sont connues, qui sont distribuées partout. Et je suis content en fait de les goûter ici, mais ça me gâche mon plaisir quand je voyage. Alors l'avantage quand on est brasseur, c'est qu'on voyage plus beaucoup, donc finalement. Mais non, vraiment, moi je trouve c'est important de ne pas vendre très loin, de vendre ici, et voilà. Et d'un côté, ça paraît un peu couillon, mais nous, notre terroir, finalement, c'est les gens qui boivent notre bière. En 2013, vous étiez les seuls ou presque à brasser à Marseille. Aujourd'hui, dans le département des Bouches-du-Rhône, les micro-brasseries se sont développées? Ah oui, il y en a plein, ça c'est chouette. Même à Marseille, il y en a pas mal qui ont ouvert. Et dans tout PACA, ça s'est développé à fond. Hein. Un peu comme partout. Ça a suivi en fait la courbe qu'il y a dans le reste de la France avec quelques années de retard. Pourquoi? On a le temps ici. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'il y a peut-être une pointe de fatalisme en disant oui. Nous, quand on a ouvert, tout le monde disait mais personne ne boit de la bière ici. On boit du pastis et du rosé. Alors c'est pas vrai. Enfin, tu vois une terrasse, tout le monde boit de la bière, quoi. Mais il y a un côté, ouais, mais bon, si ça devait se faire, ça serait déjà fait. Voilà. Je pense qu'il y a eu un petit moment et nous on a ouvert, Stulos a ouvert, on était quelques-uns à ouvrir et finalement les gens se sont dit bah oui c'est possible, quoi. Et depuis il y a des brasseries qui ouvrent une brasserie par semaine comme partout. Hein. Et tu la définirais comment cette production brassicole locale? Elle va dans le bon sens? Comme ça c'est nouveau, c'est très disparate, vraiment. Il y a grosso modo je trouve que ça va dans le bon sens. Mais il y a encore des brasseries qui ouvrent, qui ont des tout petits volumes, d'autres des projets avec des très très gros volumes, avec des outils différents, avec des volontés différentes, des gens qui vont encore aujourd'hui faire une toute petite brasserie blanc-chambrée avec des tout petits volumes, d'autres qui veulent ouvrir des très gros trucs avec des bières extrêmement typées, donc c'est très variable. Et ils viennent vous voir, vous les dinosaures qui étiez là en 2013? Bah ouais, il y a plein de gens qui sont venus se former à la brasserie de la Plaine. Ouais. Plein, soit par des stages, soit on fait des cours de brasseurs amateurs. Donc il y en a plein qui sont venus à des cours de brasseurs amateurs et qui, de fil en aiguille, ont ouvert une brasserie. Mais ça, on va dire que c'est plus pour Bouches-du-Rhône ou pas au Var, enfin pas très loin. Après, ce qui se passe plus loin en PACA, c'est vrai qu'on on se déplace peu, on voit moins les gens, on ne sait pas trop, quoi. Mais si, il y en a plein qui sont passés avant. Ou qui sont passés après avoir ouvert, évidemment. Donc des bons élèves? D'excellents élèves. Voilà, on va passer à la visite. Greg, tu peux venir. Hein. C'était notre ancienne brasserie. Donc maintenant, on a juste une toute petite brasserie de 400 litres qu'on a mise là. Et au tout début, quand on a ouvert la brasserie, tu vois, on a fait tomber ce mur-là. Donc vraiment, la salle de production, c'était juste ces 20 mètres carrés là. Là maintenant on a un peu plus, donc on a la 4 recto et on a l'alambic. Et cette petite brasserie là, elle est principalement pour faire des tests. Enfin, tu fais une dizaine de fûts avec ça. Et surtout pour faire des mous pour alimenter l'alambic. Et tout le reste de la production, on va dire bouteille, gamme classique, ça se fait dans la deuxième brasserie qui est un peu plus loin là, dans le quartier de Saint-Menet. Oui, parce que la nouveauté, c'est la distillerie. Ouais, c'est la grosse nouveauté. On s'est associé avec un autre gars qui voulait monter une distillerie. Nous aussi, on voulait monter une distillerie, donc on s'est mis ensemble.
Et on s'est donné 1 an et demi pour élaborer des recettes, pour voir si on savait faire ça, et si on savait le vendre aussi, parce qu'il faut faire les deux. Et donc on a commencé par du pastis, parce que bon, ça se fait sans distillation, vraiment macération, et puis il n'y a pas d'attente. Et gin, vodka, et puis évidemment, là, nous, ce qu'on attend, c'est tout ce qui est les fleurs de bière, et éventuellement les whiskies quand mes enfants seront grands. Pour l'instant, on est assez content. On est assez content de ce que ça donne. Et surtout, on s'est rendu compte, parce que toutes les fleurs de bière qu'on avait vues et qu'on avait fait, c'était souvent avec des bières piquées. Tu sauves un peu, mais moi je trouve que quand tu fais une bière exprès, quand la matière première de base elle est bonne, ça sort vraiment quelque chose de vraiment, vraiment différent. Tout le jeu, justement, c'est ça qui est intéressant, là on a distillé des bières à nous, qui étaient en bonne forme, et maintenant c'est de brasser des mous exprès pour l'alambic. Donc ça t'oblige à repenser un petit peu à ta façon de fabriquer, et c'est vachement excitant. Le local dans lequel on se trouve, là, c'est une centaine de mètres carrés, donc c'est la brasserie historique, le site historique de la brasserie de la Plaine. Aujourd'hui, c'est devenu un endroit où vous accompagnez des brasseurs amateurs dans leurs balbutiements. Ils viennent s'initier, ils viennent se roder. Ouais, exactement. On a toujours donné des cours de brassage, une fois par mois, on faisait ça. Mais là, maintenant, on en fait beaucoup plus. On a monté une petite paillasse, etc. Et surtout, l'idée, c'est que au-delà des cours, des gens qui savent déjà brasser, qui n'ont pas envie de foutre le bordel chez eux, ils peuvent le foutre chez nous. Et donc, ils ont accès, ils peuvent louer des spots. On a des casseroles classiques, mais on a aussi un grain phaser ou les copies chinoises ou les copies des copies. Comme ça aussi, les gens, quand tu as un hobby, des fois, tu as envie de mettre des sous dedans. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de claquer ce fric là-dedans ? Tiens, je fais un test sur la machine. Et l'idée, voilà, si c'était possible, c'est que ça soit aussi une émulation, que les gens puissent se partager des recettes, se faire goûter des choses, tout le monde apprenne et ça se fasse plaisir. Ouais. Et c'est un truc qui marche à Marseille ? Écoute, ça dépend, c'est par vague. Il y a des moments où il y a plein de gens, il y a des groupes qui se forment, puis après ils disparaissent. Là, il y a un nouveau groupe qui est en train de se former. Voilà, donc je pense que si on a un lieu pratique, facile, ça permettra à ces groupes-là de se fixer, quoi. Ça leur donne accès aussi aux matières premières ? Ouais, c'est ça l'avantage. Nous, souvent, on nous a demandé est-ce que tu peux me dépanner de 5 kilos de ci ou ça. Moi, ça me faisait chier, quoi. Mais là, on a des stocks qu'on met directement, ce qui fait qu'ils les touchent pas cher parce que déjà, il n'y a pas à payer les frais de port. On le fait au tarif brasserie, donc ça, c'est intéressant. L'autre site, donc dans un autre quartier de Marseille, la Nouvelle Brasserie, qui a maintenant 2 ans, et où vous produisez vos bières, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble pas à grand chose, c'est un ancien placard à balai de la chocolaterie Nestlé. Alors les placards à balai sont beaucoup plus grands que le local ici. Et grosso modo, c'est un grand plateau qui doit faire 600 mètres carrés. Et où on a une salle à brasser qui est beaucoup plus grosse, on brasse en 20 hectos, et beaucoup plus de cuves. En fait, et surtout beaucoup plus de stockage. Nous ici, ce qui nous a manqué, c'est le stockage des bières en refermentation, de la gamme, parce qu'on pouvait mettre un certain nombre de palettes, donc on était limité sur le nombre de bières qu'on pouvait présenter en gamme. Alors que là, on peut faire des bières qui ne se vendent pas, mais qu'on a envie de présenter quand même, et on s'en fiche. Si ça prend de la place sur une palette pendant 6 mois, 1 an, c'est pas très grave. Donc au tout début, on a pu se permettre de faire plein de choses. Par exemple, on a une bière pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, parce que c'est facile de faire une bonne bière, mais c'est toujours compliqué de faire exactement le goût que tu voulais. C'est de faire la bière que tu voulais. Et là, on a fait une porteur acidulée. Et c'était exactement ça qu'on voulait. Et évidemment, les bières torréfiées, ça se vend beaucoup moins. Les bières acides, maintenant c'est un peu différent, mais il y a 2 ans, ça ne se vendait pas du tout. Donc on s'est dit, si on fait les deux, normalement, ça devrait être un carton commercial. Et c'est pas tout à fait le cas. Mais on s'en fiche. On la met là, et ceux qui l'aiment, ils l'aiment beaucoup, et donc c'est chouette qu'on l'ait. Et ça a été vraiment important pour nous d'avoir plus de place pour pouvoir avoir une gamme beaucoup plus large. Mais c'est pas des bières qu'on va retrouver dans les bars marseillais ? Si, et dans des épiceries de nuit marseillaises aussi, ouais. Et alors nous, on a une politique un peu particulière. Dans les épiceries de nuit, quand c'est dans le quartier, on vend toute la gamme. Après, ailleurs, on a une gamme, on va dire, pour les épiceries et une gamme pour les cavistes. Mais dans le quartier, on peut prendre ce qu'on veut. Donc on peut avoir des Black Sour à 1h du matin, il n'y a aucun souci. Et alors pourquoi est-ce que vous avez voulu conserver ce site historique ? Parce que la baraka, elle vient d'ici.
Et le local, on l'a eu au début. On est à la brasserie de la Plaine, donc c'est un peu compliqué de plus être à la Plaine. On habite tous quasiment dans le quartier. Donc, on voulait garder le local à tout prix. Et puis, à ce moment-là, il y avait ce projet de workshop, là, comme des shops de bière pour les brasseurs amateurs, et le projet de la distillerie. Donc, il y avait un local qui était disponible, donc on l'a gardé pour ça. Ouais. Et ça nous permet de faire le pastis de la Plaine. Ça, c'est pratique. On va goûter? Ah bah j'aimerais bien, ouais. Tu veux goûter, Greg? Oui, complètement. Un petit pastis. Ouais. Alors on va faire un truc que j'ai jamais fait encore dans le podcast, c'est qu'on a Greg, le régional de l'étape, qui va commenter la dégustation. Hein, c'est bien de tenir un blog, mais Ah ouais, bah faut assumer. Hein, en fait. tu vas pouvoir assumer. Alors Salem, qu'est-ce qu'il y a dans ton verre? Alors, il y a la Rassalag. C'est une porteur acidulée. Une black sour, on ne sait pas trop comment l'appeler. Grosso modo, l'idée c'était de faire une bière bien torréfiée et de l'alléger avec une préfermentation lactique qui va donner ce petit côté citronné et qui va vraiment l'alléger, et surtout de jouer la blague, c'est que vraiment qu'elle soit bien noire, qu'elle sente le café, et que par contre à la première gorgée tu as une surprise. Et nous on se fait encore surprendre. Ça fait partie d'une gamme un peu plus large, c'est qu'ici tout le monde nous disait ah les bières brunes, j'aime pas ça. Je dis, mais ça a aucun sens ce que tu racontes. Enfin il y a un univers complet, donc on en a sorti 3. On a sorti une Black IPA, cette Black Sour, et puis un Sweet Stout. Donc on dit voilà, il y en a une qui est acidulée, il y en a une qui est amère, il y en a une qui est sucrée. Si tout se passe bien, il y en a une que tu vas aimer et une autre que tu vas détester. Mais ce sera jamais les mêmes. Et en fonction de et ça marche. Hein, il y en a vraiment des gens qui nous insultent sur certaines des bières et qui nous adulent pour l'autre. Mais celle-là, c'est ouais, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour celle-là. Alors Greg, je te voyais regarder par transparence le verre. Vas-y, Ouais, bah, qu'est-ce que tu as vu? Simplement, je regardais un peu l'arôme en fait. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai vu qu'il y avait donc les noirs. Bah, les noirs. Il y a un peu de reflet un peu rubis sur la lumière. Je crois qu'on voit un peu. Puis t'as une très belle mousse. Elle reste bien, tu vois. Ça, c'est bien. Parce que moi personnellement, après, j'ai du mal avec les bières où la mousse s'évapore très vite. Et du coup, c'est vrai que ça. Comment dire, tu perds un peu en valeur quoi, sur la bière, c'est sympa. Et après, au goût, alors, j'ai goûté pendant que vous parliez. J'aime beaucoup parce qu'en fait, alors moi, j'aime un peu tout en bière. Donc, alors, moi, je suis surtout un amateur beaucoup de tout ce qui est un peu stout et tout ça. Et du coup, ce que j'aime bien, par exemple, dans celle-ci, c'est que tu as l'acidité un peu au début. Mais ça se termine un peu par une espèce de rondeur, tu vois. Tu as un peu le côté torréfié de la porteur, enfin, justement, qui se termine là. Et je trouve qu'en fait, ça se marie super bien. Donc, après, il y en a qui peuvent ne pas aimer, comme tu disais, parce que c'est assez particulier. Mais pour l'instant, moi, c'est la première fois, en tout cas, que je goûte une bière, tu vois, qui est un peu acidifiée, un peu torréfiée en même temps. Et le mélange se marie super bien, je trouve, en fait, tu vois. L'idée pour moi, c'était, tu vois, là, quand on a les étés là, qui sont un peu durs, tu as du mal à finir ta deuxième pinte de porteur. Et avec ça, c'est facile. Voilà. Et elle est légère. Hein. voilà, c'est ça. En fait, elle n'est pas si légère que ça, mais le côté acidulé Ça te donne une impression de légèreté. Et là, on l'a refaite, celle-là, en version, on va dire, impériale, à 8,5, et avec un peu de rondeur, un peu d'avoine. Donc c'est extrêmement trompeur, mais vraiment super. Cette version-là, on l'a mise dans des en tonneaux de whisky ayant contenu du rhum. Il y a Ferroni ici qui fait du rhum et qui aime bien faire des finishes dans différents types de trucs. Donc il nous a filé des tonneaux à lui, mais qui étaient des tonneaux. En fait, le rhum on le sent pas vraiment, mais par contre le whisky on le sent bien, le torréfié, enfin le fumé on le sent vraiment bien. Allez, deuxième dégustation. Là, on a droit à une collab. Oui, exactement. Bah, c'est une collab qu'on a fait il y a pas très longtemps avec la brasserie de Lettres, les bons copains de Paris. Et on a fait une saison. Nous, on aime bien les saisons, ils aiment bien les saisons. Les Parisiens et les Marseillais s'entendent quand on parle de bière? Parce que quand on parle de foot, c'est mort, non? Dès qu'on est sous, on s'entend avec tout le monde. Hein. Je vais pouvoir diffuser ça. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est la brasserie de Lettres. Hein. Ils auraient été ailleurs, ça aurait été mieux, mais bon, ils sont à Paris. Alors, raconte-nous cette bière. Alors, moi, je peux pas parler du brassin, je me souviens plus de rien. Mais c'est le problème des collaborations.
L'idée, voilà, on aime beaucoup les gars de la brasserie de Lettres. Ça faisait un petit moment qu'on a envie de faire quelque chose ensemble. Et eux, ils font beaucoup de saisons. Nous, on buvait beaucoup de saisons. Et on avait envie de faire voilà, une saison multigrain, un poil houblonné, quoi. Mais en restant, voilà, moi je voulais pas faire une énième IPA, Pale Ale, etc. Je voulais revenir des choses plus classiques et bon, des fois parfois plus riches. Donc au nez, moi j'aime bien, elle a vraiment un nez clairement saison. Ouais. Et tu vois, elle est belle aussi, moi j'aime bien les pâles et opalescentes. Et au goût, elle est très riche, la texture est, voilà, est extrêmement agréable. Elle a pas un rôle rafraîchissant parce qu'elle a une certaine densité et du coup elle te tient encore. Et je sais pas, moi j'aime bien le fait qu'elle soit dense. Alors du coup comme je disais tout à l'heure, moi je suis plus sur tout ce qui est un peu, tout ce qui est stout un peu dense. Du Ouais. coup une blonde qui est bien dense comme ça, tu vois. Je prends plus de plaisir qu'une bière beaucoup plus légère et rafraîchissante, tu vois. Je suis moins, moi personnellement, tu vois, en tant que consommateur, je suis moins bière claire, bière légère l'été. Bon, je transpire tout le temps, donc du coup, ça sert à rien. Donc autant que je boive des trucs denses et qui pètent, tu vois. Donc, je trouve que cette bière, elle est très sympa. Après Brasserie Led, j'ai un peu goûté ce qu'ils faisaient déjà et c'était très sympa. Et puis, pour les avoir vus, ça m'a pas trop étonné que la Plaine fasse une collab avec eux. Ils sont aussi barrés les uns que les autres, donc c'est assez cool. C'est absolument faux, ça. Ces gens-là peut-être, mais nous, on est des gens absolument fréquentables. Troisième dégustation. Exactement. Donc ça, c'est une saison, et pareil, avec une préfermentation en lactique, et un houblon, l'Alerto blanc, qui va donner un côté, enfin qui va accentuer le côté vineux lié à l'acidité. L'idée, c'est voilà, c'est notre petit vin blanc. Donc une bière du petit déjeuner. Écoute, elles sont le petit-déj. Céréales un peu, je trouve. Très sympa. Robe balai. Elle est trouble. Tu as une bonne mousse. Pareil, elle a l'air dense. Comme ça que j'ai bien aimé tout à l'heure. Parce que moi j'ai eu la fin, pardon, ouais. Olivier, la partie plus claire. Autant pour moi. Je trouve elle attaque pas trop en acidité. C'est-à-dire que tu sens une acidité, mais elle est pas. Enfin, moi je l'aime bien, tu vois, mais après tu peux avoir des gens qui vont être plus sensibles que d'autres à l'acide. Je pense que t'es quelqu'un qui débute dans ce type de bière un peu acide. Je pense que c'est quelque chose qui peut lui plaire. Pour moi, hein, perso. Mais, parce que des fois, par exemple, tu vois, moi, quand je fais des tests, tu vois, j'essaie d'imaginer quelqu'un qui connaît pas ce style de bière, est-ce qu'il va vraiment aimer, tu vois. Donc, des fois, je sais qu'il y en a que d'emblée, la personne qui connaît pas du tout ce style, elle va dire non, non, c'est trop. Et il y en a d'autres, ça va faire une entrée de jeu pour eux, qui peut à petit après leur donner, rendre des trucs un peu plus péchus, tu vois. Et alors, j'ai pas encore goûté, du coup. Donc, tu sens l'acidité, malgré tout, mais elle est. Je trouve qu'elle t'agresse pas. Tu vois, moi, j'aime beaucoup parce que tu sens l'acidité le type un peu sour. Je sais pas, écœuré. Tu vois. Parce que moi, j'ai goûté des sours des fois où, franchement, j'arrivais pas. Au bout d'un moment, tu perds vite pied parce que j'en peux plus. Tu vois, c'est un peu comme des bières qui sont genre des stouts qui sont très alcooleuses. Tu vois, tu sens très très fort l'alcool. Et à la fin, en fait, j'en peux plus. Tu prends pas une panne de ça, quoi. Tu vois. Et c'est marrant ce que dit Salem, donc bière de petit-déj, parce que du coup, elle est assez légère, quoi. Elle est sympa, elle est légère en bouche. Est-ce que mon avis est vraiment, comment dire, équitable, parce que je suis Marseillais et que c'est les copains, tu vois, mais Attaché au patrimoine local. C'est ça, je suis Elle, chauvin, hein. elle est bonne son analyse. Oui, moi je trouve que l'acidité se sent vachement plus que ce qu'il dit. Moi, c'est une bière où l'acidité est vraiment marquée, tranchée. Et c'est pour ça qu'on a mis ce houblon, l'Alerto blanc, pour faire la liaison vers des notes fruitées, vin blanc, etc. Parce que l'acidité, elle est vraiment marquée. Mais moi, je suis content, c'est qu'au nez, on sent quand même la saison. Moi, j'avais peur que la saison soit pas assez forte dans cet équilibre-là.
Et moi, je trouve que c'est assez bien équilibré. On sent la saison. Et après, par contre, voilà, on part sur quelque chose d'autre. C'est un peu la même blague qu'avec la race à lag, quoi. C'est d'avoir un nez, un œil, tout ça, où on est surpris. Où finalement, tout se passe bien, mais on sent un truc agréable. Et derrière, on a une surprise. 4e dégustation. Donc là, c'est le volume 2, on va dire, de notre série noire. Donc on avait la race à lag avec la bière torréfiée et acidulée. Là, on est plus classique, c'est torréfié et sucré. Donc un sweet stout. Donc on a fait très attention à ce que ce soit exactement la même couleur, comme on a fait sur nos 3 bières noires. Voilà, parce que pour que les gens se disent, effectivement, la couleur, c'est pas le truc le plus important. Et on va être plus chocolat, quand sur la race à lag, on était plus café. Donc voilà, c'est une bière de réconfort. Il s'est passé plusieurs jours à Marseille où le thermomètre est descendu en dessous de 12 degrés. Donc nous, on a une mission de service public. Et donc, on a sorti la Deneb Kaitos pour ça. On a aussi l'Alpha Pavonis, qui est une double IPA au seigle. Voilà, pareil, c'est la version brassicole du doudou. Quand il fait en dessous de 12, on prend ça. Voilà. Au final, ça fait une gamme de combien de bières ? On a en permanence, on a 10 bières, plus des bières saisonnières, donc qui sont des rendez-vous réguliers, et des bières éphémères. Donc on a toujours 12-13 bières sous le coude. T'en penses quoi, toi, Greg, qui est particulièrement amateur de stout ? Bah écoute, Switch Stout, du coup. Elle est bien ronde, elle est... Bah, comme dit Salem, hein, c'est une bière doudou. Donc pour les grandes longues soirées d'hiver où il fait 12 degrés à Marseille, parce qu'il fait froid pour nous, il faut le dire, c'est parfait. Moi, ce genre, voilà, tu vois, c'est comme j'en parlais tout à l'heure, c'est le genre de stout que moi j'aime bien, tu vois, qui sont rondes, qui sont très agréables, un peu sucrées. À la fin, tu vois, tu n'es pas écœuré par la puissance de l'alcool qui va te bouffer en fait tous les sens derrière, quoi, tu vois. Donc tu sens bien le goût et tu redégustes derrière encore d'autres gorgées avec plaisir. J'ai beaucoup goûté d'autres bières où les gars faisaient tellement des trucs péchus qu'à la fin tu es limite épuisé d'avoir dégusté ta bière parce qu'il y a trop de puissance alcoolique, il y a chaud. Donc là ça te réchauffe, mais ça te matraque pas, c'est bien, tu vois, ça te réchauffe bien, c'est doux, ça a une belle rondeur. C'est très agréable, c'est une bière de doux, quoi. Tu peux la prendre en fin de dégustation, comme nous par exemple. Tu peux peut-être la prendre avec un dessert, selon ce que tu veux faire. Voilà, je trouve que c'est un très bon produit, il est bien équilibré. Ça marche très bien avec les fromages, avec les bleus. Avec les bleus ? Ouais. C'est toujours compliqué en fait les accords avec les bleus. Ouais. Et moi je trouve qu'il faut des bières un peu fortes et sucrées. Mais assez forte, et celle-là, elle marche assez bien. C'est vrai, ouais. Ouais. On va finir par une 5e dégustation. Un truc qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent dans le Podcapsuleur, c'est que on va déguster un autre produit que de la bière. Oui, tout à fait, parce qu'au bout d'un moment, là, tu as goûté tous mes jus moisis d'orge pourri, là, et mes vinaigres. Et là, on va goûter vraiment quelque chose d'assez intéressant, ça s'appelle le pastis. Donc, comme je te disais, c'est comme les fricandelles, je ne peux pas dire ce qu'on a mis dedans. Et on en fait 2 différents, on en fera bientôt 3 ou 4. On fait comme dans la brasserie, comme on fait des petits volumes, on fait ce qu'on veut, on peut faire plein de choses différentes. Donc on l'appelait avec beaucoup de poésie le numéro 1 et le numéro 2. Voilà. Alors c'est quoi la recette du pastis ? C'est des plantes qu'on fait macérer ? Exactement. Tu fais macérer différentes plantes, donc forcément il te faut de l'anis, un peu de réglisse, mais tu vas faire macérer différemment. Après tu assembles. Voilà. Et donc on en a un où il y a il y a moins de plantes, et un où il y a vraiment beaucoup de plantes. Voilà. Tu veux goûter ? Tu me fais peur avec ton micro. Je t'en mets un petit peu aussi. Salem, on commence par lequel ? On va commencer par le numéro 1, qui va être le pastis, on va dire, le plus classique, qui va vraiment être anis, réglisse. Et ensuite, on fera celui qui est un peu plus riche en arômes. En alcool, c'est la même chose ? Oh, oui, strictement, ouais, 45. Si tu vas avoir l'appellation pastis de Marseille, parce qu'à Marseille, on se fait tout voler. Tu vois, savon de Marseille, tu n'es pas obligé d'être à Marseille. Pastis de Marseille, tu n'es pas obligé d'être à Marseille. Pastis de Marseille, il faut être à 45 degrés. Un peu de choses près, il y a 2-3 autres détails, mais c'est surtout un pastis à 40 degrés, tu ne peux pas être pastis de Marseille. On goûte. Alors, le plus clair en premier.
Bon, non mais je suis pas expert en pastis, mais regardez pas comme ça les gars. Je trouve que ça a un goût de pastis, donc c'est déjà un bon point. C'est déjà pas mal. Mais c'est ça l'idée. Nous, c'est quand on a fait nos bières, c'était un peu pareil. Bon, là, je t'ai fait goûter certaines bières, mais on a fait des bières qui sont très classiques, d'accès en fait. Tu vois, c'est-à-dire, les gens ils rentrent chez nous, ils te font confiance. Moi, j'ai bu que des bières industrielles. Bon, bah, je vais prendre, tu l'as appelé blonde, au moins ça me rassure, ou tu l'as appelé ambrée, ça me rassure, ça me rappelle un peu ce que j'ai goûté avant, c'est différent. Et ensuite, les gens te font confiance et tu peux leur faire des sours, des ce que tu veux. Bah, là, c'est pareil pour le pastis. Tu fais un pastis qui ressemble à ce qu'ils goûtent d'habitude, mais qui trouve déjà un peu plus parfumé, un peu différent, mais qui est dans ces cadres-là. Donc, si tu veux que les gens ils te fassent confiance, il faut faire un pas vers eux et ensuite ils feront un pas vers toi. Donc là, on est sur ce qui ressemble le plus au pastis dont on a l'habitude. Voilà, il est un peu plus sucré, un poil plus parfumé. Il y a pas mal de gens qui nous disent que c'est un peu le chaînon manquant entre le pastis et la moresque. Et je suis assez d'accord avec ça. Bon, il y a peut-être qu'à Marseille qu'on peut savoir ce que ça veut dire. Ouais, dans la moresque. La moresque, tu rajoutes un petit sirop d'amande dedans. Voilà, je viens de goûter le numéro 2, effectivement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, hein. Mais tu vois, c'est comme avec la bière, tu vois, c'est ce côté-là, c'est de faire venir les gens, dire, tiens, t'as vu, t'as goûté, ça te rappelle tes trucs-là, hop, on peut faire aussi autre chose. Et là, il suffit juste de rajouter quelques autres plantes. Bon, l'assemblage en général est un peu différent. Et là, ce que tu sens, que tu sais pas mettre ton nom entier. Si. Ah, c'est la verveine. Ouais, j'allais dire chartreuse verte. Oui, c'est ça. Bah, alors ça, c'est la verveine qu'on sent. Ouais. Et il a un poil sucré. Merci à Salem Hadji pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Merci à Greg du blog The Beer Lantern pour sa participation. Comme d'habitude, vous pourrez découvrir la brasserie en images sur les réseaux du Podcapsuleur et de Bière Actu, Facebook, Twitter et Instagram. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le faire savoir en laissant un message sur les réseaux sociaux, en le partageant avec vos amis et en soutenant le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et puis n'oubliez pas non plus d'aller faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir le Podcapsuleur et me donner les moyens de continuer d'aller à la rencontre des brasseurs. On se retrouve très vite. D'ici là, rendez-vous sur bière-actu.fr. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.